à tous. Bienvenue dans cette première session de ce colloque qui va porter sur les caractéristiques de l'économie calédonienne. Donc on va écouter successivement 6 éminents intervenants qui vont nous exposer un peu en 2 temps 2 points importants qui nous intéressent. Tout d'abord, on aura 3 interventions, celle de Véronique Dodin, de Catherine Riss et de Jean-David Naudet, qui... oui, finalement c'est Céline, d'accord. Donc, ils vont nous exposer la situation de la Nouvelle-Calédonie, aussi bien en termes statiques et en termes dynamiques, de voir un peu quelle est l'évolution de la situation de la Nouvelle-Calédonie en la comparant avec d'autres territoires du Pacifique. Et puis, dans un second temps, on aura les interventions de Cécile Gouard, Olivier Sudry et Jean-Pierre Lieb qui vont exposer nous exposer les conséquences éventuelles d'une baisse des transferts publics métropolitains et de voir quelles seraient les conséquences d'une telle évolution, notamment sur la fiscalité. Au niveau de l'organisation de ce colloque et de cette première session, il y a une petite modification donc au niveau des interactions qu'il y aura avec la salle. C'est-à-dire qu'on va faire des questions en 2 temps, des questions au bout des 3 premières interventions, puis des questions suite aux 3 suivantes. D'accord ? Donc on séparera les questions en 2 temps à chaque fois, pendant une durée d'à peu près 15 minutes. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Élise et non pas à Véronique Dodin, qui va nous exposer la situation de la Nouvelle-Calédonie, donc le suivi de l'économie calédonienne pendant une vingtaine de minutes. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je représente l'Institut de la statistique pour vous présenter un suivi de l'économie calédonienne. Donc, en fait, le but de cette présentation, c'est de proposer un cadrage et d'introduire un petit peu les différents sujets qui seront abordés par la suite. Et vous verrez que tout au long de la présentation, j'essaierai de vous donner des éléments sur la façon dont sont calculées certaines données qui sont des spécificités calédoniennes. Vous verrez que des fois, on n'a pas des comparaisons aisées avec d'autres territoires parce que justement, on a des méthodologies ou alors des petites particularités calédoniennes. Donc tout d'abord, je vais commencer par des données de cadrage. Donc pour replacer un petit peu les idées sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Donc d'abord une estimation du PIB de la Nouvelle-Calédonie en 2015 qui s'établit à 956 milliards de francs CFP, ce qui représente un PIB par habitant à 3,5 millions. Donc ce PIB par habitant, son intérêt, c'est de pouvoir nous comparer avec d'autres géographies. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur le graphique, avec la Nouvelle-Calédonie qui est représentée en bleu, et d'autres géographies. Et on voit très clairement que le PIB par habitant, qu'on appelle souvent le niveau de vie, place la Nouvelle-Calédonie à des niveaux très proches d'économies développées, telles que celles de la Nouvelle-Zélande ou même de la France. Et bien au-delà des petites économies insulaires qui seront abordées par la suite par Catherine. Une petite aparté sur cette estimation du PIB. Donc en 2015, c'est bien une estimation du PIB, car le calcul d'un PIB définitif demande des traitements assez lourds à partir de données sur tous les comptes des entreprises et d'autres données d'origine diverses. Et c'est pour cela que le dernier PIB définitif, pour l'instant, est 2011. 2012 est en cours de contrôle. Et c'est pour cela que le partenariat CEROM, donc qui associe l'Institut de la statistique, l'AFD et l'Institut d'émission d'outre-mer, a développé un modèle de compte rapide et qui nous permet du coup d'avoir des données un petit peu plus récentes et de faire par exemple des publications macroéconomiques telles que celle qui est sortie récemment sur la résilience de l'économie calédonienne.
au-delà du PIB, ce qui est intéressant de regarder, c'est la structure même de la richesse créée en Nouvelle-Calédonie, donc de la valeur ajoutée. Et on voit par exemple sur 2015 que finalement le poids du nickel, qui est quand même souvent central quand on parle de l'économie calédonienne, quand on le regarde par l'angle justement de la création de richesse, on voit que pour cette année, il ne représente que 3% de la richesse créée. Donc ce qui peut être assez contre-intuitif quand on parle de la Nouvelle-Calédonie. Mais il faut bien se rendre compte que quand on est sur cette approche-là, c'est bien uniquement la valeur ajoutée des entreprises qui produisent du minerai et de la métallurgie qui est reprise. Et on n'a pas, bien évidemment, tous les effets secondaires du nickel dans l'économie et encore moins les investissements qui sont liés justement au nickel. Donc c'est ce qu'on va évoquer dans la suite. On verra que le nickel a induit énormément d'investissements. Ces investissements ont surtout généré de l'activité pour le secteur de la construction et beaucoup d'importations, ça on le verra par la suite. Donc ce 3%, il est quand même également à relativiser parce que le nickel a un poids très important pour l'emploi. C'est ce qu'a démontré également une étude de Cérum. En termes d'exportation, ce qui sera développé par Véronique Dodin cet après-midi, on verra que là aussi, le poids du nickel est vraiment prépondérant. Et surtout, ce poids, il va fluctuer énormément en fonction des cours du nickel. Pour vous donner une idée, en 2007, le poids du nickel, alors même qu'on avait une seule usine métallurgique, était de 18%. Une autre chose qu'il faut avoir en tête, à mon sens, c'est cette stabilisation de la croissance calédonienne. Donc ça, c'est un graphique qui est sorti dans la première étude macroéconomique Cérum, dans laquelle on voyait effectivement qu'il y avait plusieurs périodes qui se détachaient dans l'économie calédonienne, au cours desquelles on affichait des taux de croissance très importants, mais pour lesquels vous voyez que les fluctuations étaient également très importantes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, depuis le début des années 90, ça correspond à l'après-accord de Matignon, on a vraiment une stabilisation de cette croissance. Bon, après, je ne vous cache pas qu'on a aussi des différences méthodologiques qui peuvent expliquer aussi ces variations parce que les normes de la comptabilité nationale ont évolué et donc on a peut-être aussi cet effet-là qui peut intervenir. Sur le deuxième graphique, ce qui vous est proposé, c'est un calcul très rapide qui permet de voir, en fait, en fonction de la richesse créée par chacun des secteurs, donc on est bien en termes de valeur ajoutée, quels sont les secteurs qui ont tendance, qui par nature sont exposés à la concurrence internationale et ceux qui ne le sont pas. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment. L'économie calédonienne est une économie tertiaire. Ce qui d'ailleurs n'est pas nouveau. Dans les années 60, on avait déjà plus de 50% du PIB qui était expliqué par les services et le commerce. Et du coup, on va considérer dans cette approche que les services, par exemple, pour la plupart, sont protégés de la concurrence. Il y a effectivement certains services que vous utilisez tous les jours que vous ne pouvez pas vous procurer ou alors très difficilement à l'étranger. Donc déjà, par nature, quand on regarde l'économie calédonienne, on considère que, étant une économie de service, elle est très protégée. Du coup, en gros, ce que vous voyez en marron dans le graphique, ça représente tout ce qui est produit industriel que vous pouvez effectivement vous consommer sur le territoire, mais qu'il soit produit localement ou pas. Il se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une politique de protection tarifaire et de contingentement qui est assez importante. C'est un choix pour protéger aussi le tissu économique local. Et donc, dans les faits, la partie protégée de cette économie est certainement beaucoup plus importante. Donc ça, c'est une particularité qui fait que l'économie calédonienne est finalement assez diversifiée, ce qui n'est pas le cas de toutes les petites économies insulaires. Et par contre, il y a un effet assez négatif, c'est celui d'avoir des prix élevés. Si je retourne maintenant sur des informations plus récentes, voilà un autre graphique que vous trouverez dans l'étude Cérum. On voit dans ce graphique la représentation du poids de l'investissement dans le PIB calédonien. Donc vous avez en rouge l'investissement public, en marron l'investissement privé. Et bien entendu, vous voyez qu'on a eu une très forte progression. On a
le poids de l'investissement qui est parti d'un peu plus de 20% pour atteindre 44% en 2010. Et bien évidemment, c'est la construction des 2 usines métallurgiques qui a poussé vraiment à la hausse ce poids de l'investissement. Donc ces 2 usines métallurgiques, ça représente un investissement total de plus de 15 milliards de dollars. Donc il faut se rendre compte que pour l'époque, ça représentait à peu près 3 fois le PIB des années 2002-2003. Donc forcément, une révolution en termes d'investissement pour la Nouvelle-Calédonie. Dans le même temps, les autres investisseurs, donc les ménages et le secteur public, ont continué également à investir. Et donc ça explique ce poids très important. Aujourd'hui, vous voyez sur les années récentes que le poids des investissements a tendance à diminuer. Pour vous donner une idée de comparaison, en France, l'investissement sur le PIB, ça représente un peu moins de 22%. Donc ça correspond au taux qu'on constatait à la fin des années 90 et vers lequel on tangente aujourd'hui. Outre cette construction d'usine, je vous ai dit, les autres agents économiques avaient tendance à beaucoup investir. Et il faut dire qu'il y avait aussi un contexte plutôt incitatif, ne serait-ce qu'avec la mise en place des défiscalisations nationales et locales. On dit que la Nouvelle-Calédonie, elle a du coup eu une croissance extensive. Donc une croissance extensive, ça veut dire que pour produire plus, je vais avoir tendance à accumuler plus de capital et plus de travail. Donc pour ce qui est du capital, on l'a vu dans le graphe précédent. Et on a la même chose si on regarde l'emploi. Là, ce qu'on vous propose, c'est un suivi du nombre d'emplois salariés dans le secteur du privé. Donc on voit effectivement que la pente a été plus importante au moment justement de la construction des usines et que depuis, on a tendance à avoir un tassement de cet emploi, ce sur quoi je vais revenir un petit peu plus tard. Et j'en profite pour faire un point justement sur les statistiques d'emploi en Nouvelle-Calédonie. La variable qu'on suit vraiment de manière avec une fréquence vraiment suivie, c'est l'emploi salarié. Donc pour ça, l'Institut de la statistique dispose des données CAFAT qui lui envoient le nombre de contrats de travail. Et l'Institut donc retravaille ces statistiques pour à la fois les transformer en nombre d'individus et non plus en nombre de contrats. Et surtout pour la répartir par secteur économique. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que certes, ce traitement est intéressant parce qu'il donne une idée globale de l'évolution de l'emploi, mais on n'a pas aujourd'hui des équivalents temps plein, qui sont vraiment une donnée très importante pour avoir un vrai suivi de l'emploi. Et pour ça, actuellement, on a une enquête force de travail qui est mise en place et qui nous permettra également d'avoir un calcul du taux de chômage au sens du BIT. Aujourd'hui, on n'a pas cette information en Nouvelle-Calédonie. On a effectivement au moment des recensements une approche du chômage, mais qui ne correspond pas justement à ces normes internationales. Et donc, ça va être une information très intéressante à suivre, de pouvoir suivre ce taux de chômage. Donc voilà pour ce point sur les stats. Et donc maintenant, on va continuer sur justement cette croissance extensive qui connaît ses limites. Une fois qu'on a beaucoup investi et qu'on a connu le plein emploi, comme c'était quasiment le cas en Nouvelle-Calédonie, et ben finalement, on arrive à un moment d'essoufflement. Donc là, ce graphique, il vous propose une vision de la croissance de la Nouvelle-Calédonie sous 2 angles. Sur la courbe marron, vous avez l'évolution nominale de la croissance, c'est-à-dire qu'on fait le rapport entre des PIB successifs. Et donc, du coup, on voit que cette croissance nominale, elle connaît de fortes fluctuations. Et vous avez en bleu la croissance en volume, qui est traditionnellement la croissance qui est la plus suivie. Quand vous entendez la croissance en France est de 1% au premier trimestre, quand on ne vous dit pas que c'est du nominal, par défaut, c'est une croissance réelle. Son intérêt, c'est qu'elle met à côté, enfin de côté, tout ce qui est effet prix. Donc traditionnellement, on va considérer que c'est l'inflation. On prend la croissance nominale, on enlève l'inflation et on obtient la croissance réelle. C'est vrai pour beaucoup d'économies. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, si on fait ça, on passe à côté des variations des cours du nickel. Et donc c'est pour ça que l'Institut de la statistique effectue ce retraitement. Une fois qu'on a notre croissance nominale, on enlève tous les effets prix par produit pour obtenir effectivement l'évolution de l'activité en volume. Donc sur ce graphique, ce qu'on va observer, c'est effectivement une tendance à une croissance très faible. Et vous voyez, sur les estimations de 2015, ce qu'on constate, c'est une croissance nominale nulle.
Donc facialement, le PIB n'a pas bougé entre 2014 et 2015. Par contre, en volume, c'est-à-dire que si on considérait que les cours du nickel n'avaient pas chuté, entre autres effets prix, la Nouvelle-Calédonie aurait enregistré une croissance. Donc toujours pour illustrer finalement le changement de rythme qu'a connu la Nouvelle-Calédonie, on a scindé en deux périodes. La première 2002-2011, donc construction des usines, et 2011-2015, la période récente. Donc on voit ce qui s'est passé très clairement en 2002-2011, c'est que c'est l'investissement qui est représenté en bleu qui a vraiment été le moteur de la croissance calédonienne. Et on note au passage que la consommation a aussi eu un rôle très important. Et heureusement, parce que c'est ce qui permet à la Nouvelle-Calédonie encore aujourd'hui d'afficher une croissance. Vous le voyez, entre 2011 et 2015, l'investissement va intervenir plutôt négativement sur la croissance, forcément, puisque l'investissement diminue. Et par contre, la consommation, en particulier la consommation des ménages, s'établit toujours à un niveau élevé, a tendance à continuer à croître. Donc forcément, c'est la consommation qui est devenue le moteur de la croissance. Du coup, c'est pour ça qu'on considère que la Nouvelle-Calédonie, elle dispose de fondamentaux solides avec justement cette consommation qui est à un niveau élevé. Mais il faudra faire attention à cette consommation. C'est pour ça qu'on se pose des questions sur l'emploi, que l'orientation de l'emploi est très importante, parce que ce qui fait la consommation, c'est bien le pouvoir d'achat. Donc il faut que les personnes aient un revenu pour pouvoir consommer, et de l'autre côté, il faut que les prix soient abordables, d'où aussi l'attention que porte le gouvernement au niveau des prix. Je ne rentre pas dans le détail sur le rôle des importations et des exportations au cours de ces deux périodes, ce qui sera évoqué cet après-midi par Madame Daudin. Alors, vu que le poids du nickel en 2015 n'était pas forcément important, pour autant, c'est quand même le cours du nickel est quand même suivi vraiment avec attention. Et on voit effectivement sur ce graphique ce qui s'est passé sur les cours au LME. On a des cours qui se sont établis à un niveau plutôt bas. Les opérateurs du nickel en Nouvelle-Calédonie et ailleurs dans le monde ont vraiment des difficultés à être rentables. Et même si on voit aujourd'hui les cours se relever un petit peu, c'est effectivement un problème pour la Nouvelle-Calédonie. On a vu qu'on avait investi, sous la forme d'investissements directs étrangers, il y a eu des investissements importants pour construire ces usines, et on pensait derrière que le relais de croissance allait être pris par cette exploitation. Et finalement, les cours se sont effondrés, et donc le relais n'a pas pu être pris. Ce qu'il faut noter aussi sur cette évolution des cours de nickel, c'est que ça a un impact très important pour les acteurs économiques, même s'ils ne sont pas directement concernés par l'industrie du nickel. Donc quand les cours sont bas, ça instaure un climat plutôt négatif, qui s'ajoute à ce qu'a évoqué Gaël Lagadec sur les incertitudes quant à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et donc toutes les anticipations, que ce soit à la consommation et surtout à l'investissement, vont être freinées justement par ce climat qui est ressenti comme négatif. Je vais finir sur l'impact de toute cette situation sur les finances publiques. Donc ce graphique, il vous propose l'évolution des recettes du public, donc du public dans son ensemble. Donc là aussi, on a détaché les deux périodes 2002-2012 en marron et 2012-2014 en bleu, et on voit très clairement que la quasi-totalité des recettes de la Nouvelle-Calédonie n'ont pas diminué, et attention, elles ont juste ralenti, c'est-à-dire qu'elles continuent à progresser, mais vous voyez, à des niveaux plus faibles. Alors malheureusement, vous voyez, les recettes de production, ce sont celles qui augmentent le plus rapidement aujourd'hui par rapport à la période précédente, mais il se trouve que leur poids dans la recette globale est très faible, donc finalement ça n'apporte pas grand-chose. A contrario, vous voyez les impôts et les cotisations sociales. Alors, j'espère que vous voyez. C'est en fait les troisième et quatrième groupes de recettes. Là, vous voyez qu'elles ont connu sur la période précédente une très forte augmentation qui s'explique pour deux raisons. Certes, une assiette plus large en raison d'une activité économique soutenue, mais également parce qu'on a mis en place de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, des déplafonnements de cotisations, des relèvements de taxes, etc. Donc c'est vraiment les deux aspects qui ont fait augmenter.
Depuis, donc, en lien avec la diminution de la croissance économique, ben, effectivement, ces assiettes ont tendance à diminuer et donc les recettes également. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que sur les années récentes, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, les transferts de l'État, qui auparavant représentaient, ne serait-ce qu'en 2002, plus de 40% de ces recettes publiques, ben, ce poids, il est descendu à 30% en 2014. Donc forcément, si le poids des impôts et cotisations est important maintenant en Nouvelle-Calédonie, le fait d'avoir une stagnation de ces recettes, ben, ça va être problématique. Parce qu'on sait que les dépenses, par contre, qu'on a en face, elles vont avoir tendance à augmenter. On a toute une partie des dépenses qui sont incompressibles. Donc là, les graphiques que je vous propose, c'est l'évolution des recettes fiscales qui transitent par la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on n'est pas sur l'ensemble des recettes fiscales, parce que vous avez quelques recettes qui passent par exemple par les communes. Je pense à la TCA, par exemple. Mais ça vous donne quand même une idée de ce qui est en train de se passer, effectivement une stagnation. Et pour autant, on a vu que les administrations, elles avaient tendance à vouloir continuer à investir parce que leurs investissements, ça représente une demande importante pour le territoire. Et donc, ce que font les administrations publiques, et là, je ne parle dans ce graphique que des collectivités locales. L'intérêt de se concentrer sur les collectivités locales, c'est qu'on a les informations beaucoup plus rapidement que pour l'ensemble des administrations où l'Institut de la statistique est obligé de refaire plein de retraitements pour supprimer les doubles comptes, etc. Donc c'est pour ça que sur ces deux graphiques, vous avez uniquement une vision collectivité, où là, on voit effectivement cet endettement qui augmente pas mal. On voit là, c'est la courbe en bleu. Donc ce niveau d'endettement est encore raisonnable, hein. On est en dessous de 10% du PIB, ce qui, à l'échelle internationale, est plutôt faible. Mais ce qui demande une vigilance, c'est plutôt l'évolution. Donc faire attention de ne pas avoir une progression trop forte de cet endettement. Et bien sûr, l'enjeu derrière, c'est de faire une réforme fiscale pour essayer de trouver d'autres revenus d'origine locale. Et donc de pouvoir sortir de ce risque de diminution des recettes, de la demande, etc., et de partir dans un cercle pas très vertueux. Donc voilà, je vais laisser les autres intervenants continuer. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette première présentation extrêmement claire qui nous a permis de voir quelles étaient les contributions à la fois sectorielles et des grands agrégats à la croissance calédonienne, et également de nous fournir des premiers éclairages sur les finances publiques et sur leur évolution. Donc maintenant, on va écouter Catherine Ries qui va nous exposer une présentation qui porte sur l'économie calédonienne dans le Pacifique insulaire. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de voir l'amphi bien rempli ce matin. On a effectivement un sujet assez important, je pense, qui nous rassemble ce matin et qui explique peut-être votre présence nombreuse. Alors moi, je vais sortir un petit peu, on va monter un petit peu au-dessus de la Nouvelle-Calédonie pour voir ce qui se passe autour, et en particulier comment les autres petites économies insulaires du Pacifique ont choisi ou ont été conditionnés dans leur stratégie, leur modèle de croissance et de développement économique. Élise a déjà présenté beaucoup de chiffres sur la Nouvelle-Calédonie. Vous aurez tout au long de la journée beaucoup de tableaux, de graphiques, de chiffres. J'ai essayé dans cette présentation de n'en présenter aucun. Donc ça va être une présentation essentiellement littéraire pour vous présenter de façon la moins formalisée possible les différents modèles de développement empruntés par les pays voisins de la Nouvelle-Calédonie. Alors déjà en introduction, peut-être en avant-propos, rappeler, on l'a vu dans le tout premier graphique qu'a présenté Élise, la spécificité, j'ai envie de dire, de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique insulaire, qui est son niveau de vie, son niveau de développement. On a effectivement un PIB par habitant en Nouvelle-Calédonie qui est, on l'a vu sur le graphique, plus de 7 fois supérieur à la moyenne des autres pays insulaires du Pacifique.
On a aussi un niveau de développement humain qui tient compte du développement sanitaire, du développement éducatif, qui est bien supérieur à ce qu'on observe dans les autres pays, ce qui place quand même la Nouvelle-Calédonie au niveau mondial dans la catégorie des pays développés. On est dans une économie développée selon ces critères-là. Hein. Selon les critères, on peut se retrouver dans d'autres catégories, mais en tout cas, en termes de développement humain, de niveau de vie, on est dans la catégorie des pays développés, contrairement aux pays insulaires du Pacifique, qui sont des économies en développement. Alors rapidement, évidemment, le Pacifique insulaire, c'est très grand, hein, c'est une vingtaine d'îles réparties sur une superficie très large qui fait la taille du continent africain, avec une grande diversité géographique, socio-économique, je l'ai déjà évoqué. En termes de statut politique, alors je ne vais pas non plus dans ma présentation entrer dans l'impact que peut avoir le statut politique de ces pays dans leur stratégie de développement. Ce sera développé aussi plus tard dans la journée. Des grandes différences également en termes de degré d'isolement, des caractéristiques communes quand même, et c'est pour ça qu'on les classe souvent, on les appelle les PICS, hein, les Pacific Island Countries, qui ont de nombreuses caractéristiques communes. La première qui est l'éloignement par rapport aux grands centres économiques régionaux et mondiaux. Une très grande fragmentation territoriale. Là aussi, la Nouvelle-Calédonie est un peu à part, puisqu'on a quand même un petit continent. C'est souvent par les autres îles décrites comme ça. Une exiguïté à la fois du territoire, hein, on est sur des petits territoires, une faiblesse du marché intérieur qui est due à la petite population de ces pays. On est dans des économies de très petite taille. On a ce qu'on appelle les géants du Pacifique, hein, Fidji, les îles Salomon qui sont, Fidji pas tout à fait 1 million, les îles Salomon 700 000 habitants. On a quelques pays qui sont autour de 300, qui atteignent presque les 300 000 habitants, c'est notamment le cas de la Nouvelle-Calédonie, mais on a la grande majorité des pays qui ont une population qui est à peine supérieure à 100 000 habitants. Donc ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, la principale caractéristique, principale contrainte aussi peut-être de ces pays, c'est leur petite taille, la faiblesse de la population, la petite taille, de la population. Et ces caractéristiques d'éloignement, d'insularité qui entraînent évidemment des surcoûts de transport. Quand on produit pour un marché intérieur qui est réduit, on ne peut produire qu'à une très petite échelle, c'est-à-dire avec des coûts de production qui sont élevés, auxquels s'ajoutent bien sûr des coûts de transport si on veut exporter. Et donc, effectivement, pour agrandir le marché, la seule solution, c'est l'exportation, avec des coûts de transport qui sont élevés et une difficulté à être compétitif, à faire face à la concurrence internationale sur des produits pour lesquels la valeur ajoutée est relativement faible et que d'autres font bien mieux et bien moins cher. Alors, quelques avantages quand même pour avoir un tableau aussi assez positif. Quand on distingue les microéconomies, des petites économies, là on fait la différence entre les tout petits pays et puis les pays petits, on se rend compte que bien souvent le succès d'un seul secteur de l'économie parvient à soutenir l'économie. On a une petite population, donc un secteur moteur, ça permet de soutenir l'économie, de tirer l'ensemble de l'économie. On a aussi un contrôle réduit, on est moins surveillé par les règles internationales de la fiscalité, du commerce, parce qu'on est tout petit, on joue pas grand-chose dans l'économie mondiale, donc on nous laisse peut-être faire plus de choses que ne peuvent le faire les plus grands pays. Les toutes petites économies reçoivent aussi proportionnellement à leur population plus d'aide et de transferts, l'aide internationale au développement notamment. Ils sont bien souvent membres d'unions monétaires avec leurs anciennes ou actuelles métropoles, ce qui garantit une certaine stabilité de leur monnaie et une sécurité des investissements. On a dans ces économies aussi un secteur primaire qui est souvent important et qui permet, notamment via l'agriculture et la pêche, de garantir une économie de subsistance et qui préserve les populations d'une pauvreté qu'on peut observer dans d'autres géographies du monde. Il n'y a pas de grande pauvreté dans les pays insulaires du Pacifique. La très petite taille de la population permet aussi une plus grande homogénéité et donc une meilleure cohésion sociale. Là aussi, la Nouvelle-Calédonie fait un peu exception parce que comparativement aux autres économies, aux autres pays du Pacifique, on est plutôt dans une société divisée. Les autres populations sont beaucoup plus homogènes.
On a aussi des inégalités qui sont relativement faibles dans les autres économies du Pacifique. C'est encore une exception de la Nouvelle-Calédonie où on a un niveau d'inégalité qui est, on va dire, comparable aux autres économies du Pacifique, mais qui est un peu contradictoire avec notre niveau de développement, notre niveau de vie. Ce qu'on observe au niveau mondial, c'est plus le niveau de développement, le niveau de vie est élevé, plus les inégalités sont faibles. La Nouvelle-Calédonie a ce paradoxe, cette contradiction d'avoir un niveau de vie mesuré par le PIB par habitant, l'IDH, etc., qui la classe parmi les économies développées du monde, mais un niveau d'inégalité sociale, géographique, ethnique qui la place parmi les économies moins développées. Alors, en termes de fragilité, de vulnérabilité, le manque de diversification et des possibilités de diversification de ces toutes petites économies, j'insiste vraiment, ce qui fait la grande difficulté, c'est la taille. Rend difficile l'exportation de produits. On est donc très dépendant des importations et ça fait de ces économies les économies les plus ouvertes au monde et donc évidemment très vulnérables aux chocs extérieurs et à la conjoncture internationale et ça les rend très dépendants des ressources extérieures. Une autre caractéristique aussi, c'est leur grande vulnérabilité climatique. On est dans une région du monde où les événements climatiques extrêmes sont relativement fréquents. Ces pays sont relativement peu armés pour y répondre et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'agriculture, la pêche, les économies de subsistance qui sont relativement importantes et qui sont donc lourdement, dont j'ai envie de dire l'impact est lourd sur l'économie en cas de catastrophe climatique, catastrophe naturelle. Alors la problématique commune de toutes ces économies, c'est bien de pouvoir. Donc on a des petites économies qui peuvent difficilement produire l'ensemble des biens qu'elles consomment, qui ont donc besoin d'importations. On a des importations qui sont croissantes, vous verrez ça dans les graphiques qui vont être présentés dans toutes les économies du Pacifique. Les importations croissent depuis toujours, et des exportations qui sont difficiles parce qu'effectivement on a du mal à faire face à la concurrence internationale. Donc c'est l'effet mâchoire qui est mis en évidence par notre collègue de l'université de Wellington, monsieur Bertram, qui interviendra tout à l'heure. L'effet mâchoire entre des importations qui augmentent, des exportations qui, au mieux, sont stables, bien souvent, en fait, baissent. Et donc, il faut combler cet écart. Et là, la façon dont cet écart va être comblé dépend des différents modèles qu'ont choisi les économies pour avancer, pour combler, pour subvenir, en fait, au financement de leurs importations. Alors, les économistes aiment beaucoup les modèles, ça permet de représenter de façon très simplifiée la réalité. On a un modèle, on a un cadre, on dit que ça rentre là-dedans et c'est très joli. Donc plusieurs modèles ont été développés pour expliquer les stratégies de développement des économies insulaires du Pacifique. On aime bien les acronymes aussi, donc c'est des modèles avec des acronymes. Alors le premier modèle, sans doute, qui a été développé au milieu des années 80, c'est le modèle MIRAB, développé donc notamment par notre collègue néo-zélandais, qui en fait, donc l'acronyme MI, c'est pour migrants, c'est une forte migration, c'est-à-dire les personnes qui quittent leur île pour aller travailler dans les grands pays voisins, essentiellement l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En échange, on a les remittances. Les remittances, c'est les transferts qui sont versés par les travailleurs étrangers à leur famille, à leur réseau resté sur l'île. L'aide, qu'il s'agisse de l'aide de l'ancienne ou actuelle métropole ou alors l'aide internationale au développement des contributeurs mondiaux, qui permet d'entretenir une bureaucratie importante qui a essentiellement contribué au développement des infrastructures. Alors, le modèle MIRAB, c'est un modèle, ou en tout cas c'est une stratégie, un modèle de développement qui est encore effectivement prépondérant, qui peut encore représenter, j'ai envie de dire, un bon nombre d'économies du Pacifique, avec dans certaines îles, Tonga, Samoa, la diaspora qui est en nombre beaucoup plus importante que la population restée sur l'île. Les transferts des migrants, donc des personnes parties travailler à l'étranger et qui reviennent aussi pour les vacances et permettent d'entretenir le tourisme et apportent des fonds. Et dans certains pays, c'est le cas de Samoa notamment, beaucoup plus important que l'aide et les importations. C'est-à-dire les flux, par exemple, entre Samoa et la Nouvelle-Zélande, les transferts, la grosse part des flux est représentée par les transferts. C'est beaucoup plus important que les importations, les exportations
l'exportation de la Nouvelle-Zélande vers Samoa et l'aide qui est apportée par ce pays. On a évidemment l'aide internationale de développement ou les aides qui viennent des métropoles, sur lesquels, comme je l'ai dit, s'est greffé une bureaucratie et un secteur public qui a largement investi dans les infrastructures de transport, de communication, d'éducation. C'est développé ensuite, en tout cas on a représenté ensuite le modèle Tourab. Le modèle Tourab, il a eu un écho moindre dans la littérature économique. Là on ajoute au modèle sur les remittances, l'aide et la bureaucratie, le tourisme, qui est quand même aussi devenu une part de ressources importante pour les pays du Pacifique. 20 ans plus tard, donc après, au milieu des années 2000, les collègues se réunissent de nouveau en Nouvelle-Zélande et font le point, un petit peu le modèle Mirab, où est-ce qu'on en est 20 ans après, c'est toujours d'actualité au vu de la stratégie et des modèles compris les petites économies. Et un nouveau modèle est défini, c'est le modèle SITE avec Small Island Tourist Economies, où là, vraiment, on a le développement du tourisme qui prend le pas sur... Ça marche pas. Qui prend le pas sur la migration et les transferts qui viennent des travailleurs étrangers. Alors, ces pays ont en fait choisi une stratégie d'exportation qui doit tenir compte, bien sûr, du coût de transport additionnel. C'est ce que je disais. Pour exporter, déjà, il faut pouvoir produire et ensuite il faut pouvoir transporter. Ça coûte très cher parce qu'on est loin. D'où des positionnements qui privilégient des exportations de produits peu affectés par le coût du transport et c'est encore mieux, le déplacement du consommateur vers le lieu de production. Le tourisme s'impose alors, comme beaucoup des îles du Pacifique qui ont adopté cette stratégie, comme une évidence. Il s'agit ici de vendre des services et des prestations articulées autour des ressources tangibles et intangibles attachées aux caractéristiques singulières d'un territoire, ce qui veut dire qu'en plus on peut se distinguer. Il y a une spécificité culturelle de chacune des îles au niveau régional, mais encore plus au niveau mondial. Et une consommation qui est réalisée directement sur place, pas de coût de transport, pas de stockage, le tourisme, ça se consomme en direct. Et donc les avantages naturels de ces pays, la forte dotation en ressources qui sont appréciées par les touristes, la plage, la mer, le climat agréable, plus qui apparaissaient comme des handicaps naturels, c'est-à-dire l'insularité, l'isolement, l'éloignement, sont en fait une plus-value touristique et c'est ce qui a permis de rendre ces pays attractifs sur le marché mondial du tourisme, comme l'a notamment mis en évidence notre collègue, le professeur Poirine, qui est là avec nous aujourd'hui aussi. La seule réserve sur le développement du tourisme tient encore une fois à la taille de ces îles qui s'orientent, qui doivent gérer les flux et donc s'orienter vers un tourisme haut de gamme pour ne pas avoir à accueillir, enfin pas avoir à accueillir, en tout cas se sont basés sur ce tourisme-là, sauf peut-être Fidji, où Fidji accueille un nombre de touristes quand même qui est très important, pas égal à sa population, mais presque. Ensuite, c'est le dernier, le modèle Profit, qui là part sur des bases plus larges. Okay, on sort du modèle, j'ai envie de dire, de dépendance par rapport à une métropole pour construire, à partir de ce que nous a apporté le tourisme, un pays attractif. Alors, le modèle Profit, il se base sur le tourisme. Le tourisme, c'est une vitrine du pays, c'est ce qui permet l'ouverture au monde, c'est ce qui permet de montrer la qualité de vie. Ça construit la notoriété de ces pays, de ces îles, avec cette réputation qui repose sur la satisfaction du client, des visiteurs qui passent par là, la stabilité du territoire, on l'a évoqué tout à l'heure, sa sécurité, sa qualité de vie. Et la reconnaissance de la qualité de l'île permet alors d'attirer des financements. On n'attire plus seulement des personnes qui viennent pour une semaine ou quelques jours comme touristes. On accueille des personnes qui viennent résider parce que la qualité de vie est agréable, parce qu'on a des avantages fiscaux à résider dans ces pays. On attire également des entreprises parce que là encore, on a des avantages fiscaux qui permettent pour certaines entreprises de placer leurs fonds dans ces pays-là plutôt qu'ailleurs. Et donc, les sources de revenus, au-delà du tourisme, sont aussi constituées par, pour aller jusqu'au bout, par les paradis fiscaux, avec la mise en place d'un environnement propice à l'optimisation financière internationale grâce à ce qu'on appelle une diplomatie pragmatique et innovante. C'est le pays qui va se vendre effectivement comme endroit accueillant pour la population et pour les finances.
Peut s'ajouter à ça rentre pas tout à fait dans le cadre du modèle, mais c'est un modèle qui a été développé également, c'est l'économie de rente, dont a également beaucoup parlé le professeur Poirine, qui explique que certaines îles ont un positionnement stratégique d'un point de vue géographique notamment, et on peut avoir des métropoles qui financent, qui entretiennent les transferts vers ces îles parce que ça représente un point stratégique important géographiquement. Alors c'est notamment le cas des nombreuses bases militaires des États-Unis au sein du Pacifique et au travers du monde, et les centres de rétention, notamment les prisons australiennes qu'on voit dans différentes îles du Pacifique. Okay. Alors, on a ces modèles et la classification qui a été proposée des différentes îles. Alors, ça se limite pas aux îles du Pacifique. Sur le graphique, vous voyez d'autres îles au travers du monde. La Nouvelle-Calédonie se situe à l'intersection du modèle MIRAB et du modèle Profit. Alors, elle a quoi du modèle MIRAB? Elle n'a pas la migration. La Nouvelle-Calédonie, on n'a pas des travailleurs calédoniens qui vont partir à l'étranger, qui renvoient des transferts. Au contraire, c'est encore une terre d'accueil, c'est encore une terre qui attire. On a une migration, une immigration du coup en Nouvelle-Calédonie. L'aide, alors la Nouvelle-Calédonie, comme j'ai dit, n'étant pas classée parmi les économies en développement, ne bénéficie pas à proprement parler d'aide internationale au développement, peut-être uniquement de la part de l'Europe, mais les transferts qui viennent de la métropole peuvent être considérés évidemment comme une forme d'aide. Ça entretient une bureaucratie importante. On a un service public en Nouvelle-Calédonie qui est quand même prépondérant. Intersection avec le modèle Profit, sans doute dû à la qualité de vie qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, des investissements directs de l'étranger qui ont été nombreux, Élise l'a montré tout à l'heure. Donc c'est un pays qui attire, on a la ressource minérale, on a des conditions de stabilité politique, des conditions fiscales qui sont avantageuses pour que les pays ou les industriels viennent investir en Nouvelle-Calédonie. Donc on se situe à l'intersection de ces deux pays. Il y a quelques autres pays qui peut-être vous cherchez. Le Vanuatu, lui, il est à l'intersection du tourisme et du paradis fiscal, entre site et profit. Les îles Cook, c'est vraiment l'exemple du pays qui est passé de MIRAB à site, c'est-à-dire qui a réussi à développer le tourisme. Et maintenant, le tourisme aux îles Cook est vraiment une source de revenus qui permet justement de combler cet écart entre les exportations et les importations. Samoa et Tonga, c'est MIRAB avec évidemment une grande partie de la population qui se trouve à l'étranger et qui envoie des transferts. Alors, rapidement, donc, ce qui distingue la Nouvelle-Calédonie de ces petites économies insulaires, la première, c'est sans doute cette non-contrainte de contraintes extérieures, ce non-besoin de financer ces importations par des exportations grâce aux transferts qui viennent de la France. Effectivement, les transferts jouent le rôle, comme je l'ai dit, de ce que peuvent être les remittances ou les aides dans ces autres pays. Et donc, du coup, comme on n'a pas eu besoin d'aller chercher j'ai envie de dire des ressources extérieures, ou peut-être moins fortement que les autres économies. L'économie est restée essentiellement orientée sur son marché intérieur. On parle de l'introversion de l'économie calédonienne. S'ajoute à ça des protections de son marché. On a un tissu industriel, un tissu économique, une grande diversification de l'économie calédonienne qui s'est faite sur son marché, à destination plutôt de son marché intérieur. Et donc un très faible taux d'ouverture, là aussi quand on compare le taux d'ouverture avec les autres économies du Pacifique, on est à un taux très faible par rapport aux autres économies parce qu'on n'a pas ces échanges. Très peu de concurrence sur le marché, c'est l'une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons du niveau de prix élevé dont a parlé Élise. Cette peu de concurrence est due notamment à la petitesse du marché. Il est clair que c'est pas la seule raison, mais quand on est sur un marché de petite taille, sur certains secteurs, on n'a pas besoin d'avoir une cinquantaine d'opérateurs. Une relative diversification quand même de l'économie. On a vu que le secteur des services, c'est le premier secteur de l'économie depuis bien longtemps maintenant. Ça, c'est aussi une spécificité par rapport aux autres économies qui ont choisi leur spécialisation, le tourisme bien souvent, ou alors les produits primaires, l'agriculture, le sucre, le copra en particulier, ou alors la pêche. La Nouvelle-Calédonie n'a pas cette spécialisation, sauf pour les exportations. Quand on regarde les exportations, effectivement, on n'exporte que du nickel et des choses résiduelles. On a un développement des infrastructures qui est important, santé, éducation, transport, communication, et une population
formée relativement aux autres économies du Pacifique. Ce sera évoqué cet après-midi également. Là encore, quand on compare la Nouvelle-Calédonie par rapport à son niveau de vie, on est, je le disais tout à l'heure, dans les économies développées. Quand on regarde le niveau de formation de la population, on est bien en deçà de ce qu'on observe dans des pays qui ont le même niveau de développement économique. Donc, si on se compare aux pays qui ont le même revenu que nous, on a une population qui est peu formée. Quand on se compare aux autres pays du Pacifique, mais qui ont un niveau de vie beaucoup plus faible, on a une population qui est relativement formée. Alors, les opportunités qu'on choisit ou qu'ont adopté ces pays, c'est vraiment la stratégie qui est basée. Pour pouvoir être compétitif, il faut se spécialiser. Il faut aller sur le marché de niche qu'on a chez nous, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc le tourisme, dont le tourisme de croisière s'est imposé. J'ai fini. D'autres perspectives, l'économie numérique, les ressources halieutiques minières, l'économie de la connaissance, l'innovation environnementale. On est dans un environnement, notamment en termes de biodiversité qui n'existe que chez nous. Et donc, on peut faire des choses qu'on n'a pas ailleurs. Voilà, je conclus, j'ai dépassé mon temps, j'en suis désolée. Juste pour dire que quand même, on regarde maintenant au niveau mondial, on sort du Pacifique, les 3 premiers facteurs explicatifs de la croissance à long terme, c'est 1, la faiblesse des inégalités, 2, l'ouverture au commerce international, et 3, la qualité des institutions. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue tout au long de la journée. C'est justement sur ces 3 points qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. La qualité des institutions, ça veut dire une justice qui fait son travail, des institutions politiques qui prennent les bonnes décisions, qui ont le courage de prendre les bonnes décisions au moment où il faut le faire. Ce sont des marchés qui fonctionnent correctement. Okay. La commande pour ma communication, c'était de situer la Nouvelle-Calédonie par rapport aux économies insulaires du Pacifique. J'aurais pu parler de l'Islande aussi, c'est pas dans la même région, mais juste, on a parlé de Malte tout à l'heure avec les collègues aussi. L'Islande, c'est la Nouvelle-Calédonie dans l'Atlantique Nord. On a moins de 300 000 habitants, on est très isolé de tout, on a un niveau de vie très élevé, un taux d'ouverture très élevé, et c'est possible. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup Catherine pour cette présentation très pédagogique sur des modèles de développement qui nous ont permis de positionner un peu mieux la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on va revenir en Nouvelle-Calédonie avec la dernière intervention de cette première partie. J'imagine que comme c'est le directeur de l'Institut d'émission d'Outre-mer qui va faire cette présentation, on va parler un peu plus de monnaie et notamment il va peut-être revenir sur la question de la contrainte externe qui a été présentée par Catherine et de voir les spécificités monétaires associées à cette contrainte externe. Donc, 3e présentation de suite générale sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie. J'espère être complémentaire. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un croquis de l'économie calédonienne, comme il est indiqué sur le titre, en quelques traits, les traits principaux de l'économie calédonienne qui vont être illustrés. Il va pas y avoir de démonstration scientifique, mais qui vont être illustrés à chaque fois par des chiffres, des graphes, des données particulières. Alors ça me conduira plutôt à revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, mais j'espère un peu les mettre en dessin, justement, en croquis, en perspective, et puis j'irai vite sur ce qui a déjà été présenté. Peut-être vous trouverez que ce croquis tourne à la caricature parfois. En tout cas, l'essentiel de ces croquis ou caricatures, c'est qu'on s'y reconnaisse à la fin ou pas. Ça sera à vous d'en juger. Enfin, dernier mot d'introduction. Il s'agit aussi d'introduire la session suivante, c'est-à-dire celle sur les transferts publics au sein de l'économie calédonienne, en les mettant peut-être en perspective, non pas tellement en illustrant leur montant, mais comment ils interfèrent dans le fonctionnement de l'économie calédonienne. Alors je commence avec le premier trait, une économie développée, productive, mais inégalitaire. Alors tout cela a déjà été dit, je voudrais juste souligner quelques points ou données supplémentaires par rapport à ce qui a été déjà dit. Donc le premier graphique en haut à gauche, c'est le PIB par habitant de la Calédonie parmi d'autres comparatifs de pays de la région ou de données françaises. Donc la Calédonie est un pays riche, ça c'est entendu pour tout le monde. Ce qu'on voit en plus peut-être de ce qui a déjà été montré, c'est que la comparaison par rapport à la France, donc on est en dessous de la moyenne française, mais au-dessus de ce qu'on appelle la France des régions, c'est-à-dire la France sans l'Île-de-France.
nettement au-dessus du reste de l'outre-mer aussi. On peut dire d'une certaine façon que le rattrapage en termes de PIB par tête, en tout cas de l'économie calédonienne, est fait. Alors il est toujours possible de progresser, mais en tout cas la Nouvelle-Calédonie se situant au-dessus de la France des régions, on peut considérer que ce rattrapage a été effectué. Une économie performante, j'avais dans la version qu'on n'a pas pu charger un graphique sur la performance de l'économie calédonienne dans les 15 dernières années, ça a déjà été montré, mais on pourrait dire aussi dans la Nouvelle-Calédonie a vécu ses 30 glorieuses entre les années 80 et maintenant, avec un taux de croissance d'environ 4%. Elle a connu un âge d'or de 15 ans entre 2000 et 2015, avec les investissements miniers en particulier, la stabilité institutionnelle, des prix du nickel plutôt favorables. Donc 30 ans d'années de favorables de croissance, 15 ans d'âge d'or, donc une économie très performante, dont on dit à juste titre, et ça a été dit précédemment, qu'il s'agit beaucoup d'une croissance extensive. Alors c'est vrai, en partie, c'est une croissance extensive, donc c'est une performance en partie due à l'accroissement des moyens de production, mais il y a aussi une spectaculaire montée en compétences, comme le disait Catherine Riss, le mentionnait Catherine Riss précédemment. On voit ici l'évolution du niveau de diplôme la population de plus de 15 ans non scolarisée et non retraitée. Donc c'est entre 89 et 2014, et on voit comment, alors si on regarde l'extrémité du graphique, les sans diplômes passent de 71 à 27, et les enseignements supérieurs de 4 à 21. Sur ces deux extrêmes en noir, on voit le chiffre équivalent pour la métropole. On voit que de ce point de vue, le rattrapage n'est pas achevé. Les chiffres métropolitains sont au-dessus. Mais en tout cas, on a une économie qui a connu aussi une croissance intensive, une modernisation, une augmentation de sa productivité, de sa compétence et de la qualité de ses salariés et de ses entreprises. Alors, comme ça a été dit aussi, troisième caractéristique, une économie qui a un niveau d'inégalité, je dirais, anormal dans une comparaison européenne. Ici, la comparaison est faite avec l'OCDE. On voit la Nouvelle-Calédonie, c'est la barre qui est en rouge. Alors, il y a des pays qui sont dans la même catégorie. C'est des pays de l'OCDE plutôt issus des continents sud-américains, et la Turquie, le Chili, le Mexique, les USA aussi. En tout cas, tous les pays européens sont clairement à droite en termes d'inégalité. C'est l'indice de Gini qui est mesuré ici. Sont clairement à droite en termes d'inégalité. La Calédonie se situe en dehors du cercle européen du point de vue de l'inégalité de sa distribution de revenus. Deuxième trait marquant, ça a été dit aussi, je voudrais l'illustrer un petit peu parce que ça c'est un trait très marquant, je voudrais insister là-dessus, c'est la place prépondérante du secteur public. Donc en haut à gauche, c'est encore une fois sur tous les pays de l'OCDE, la part de la dépense publique dans le PIB d'un certain nombre de pays. Vous voyez au milieu la moyenne OCDE qui est représentée autour de 40%. Et puis vous voyez à l'extrémité à gauche la France qui est parfois en concurrence avec quelques pays scandinaves, parfois dépassée suivant les années, qui sur l'année qui a été représentée en 2015 est le taux le plus élevé du monde avec 57%. Et c'est le même taux qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, 57% de dépenses de la dépense, enfin plutôt la dépense publique pèse 57% du PIB du territoire. En bas, on voit la même graphique et les mêmes pays sur les prélèvements obligatoires. Alors évidemment, là, la Calédonie se situe pas du tout au même endroit parce que une partie de ce qui devrait être des prélèvements obligatoires pour financer cette dépense publique est évidemment issue des transferts de l'État. Et on a cette fois-ci la Nouvelle-Calédonie plutôt sur la droite du graphique parmi les pays où les prélèvements ne sont pas très importants. Il est à nouveau à côté de la Turquie, par exemple. En haut à droite, ce graphique, il n'est pas fait pour être lu, mais il est fait pour illustrer une idée aussi qu'il faut, que je cite d'une façon un peu provocante, la Nouvelle-Calédonie, une société d'économie mixte. Les participations des collectivités publiques dans l'économie sont extrêmement importantes. Alors ici, on a l'organigramme de Noravenir, par exemple, mais c'est loin d'être le seul porteur de participation publique dans l'économie. Les autres
les autres sociétés des provinces, enfin les autres fonds provinciaux ont la même chose. Il y a des participations du territoire, etc., etc. Donc une grande importance de l'économie mixte et plus généralement des participations publiques dans l'économie, dans les mines, dans le tourisme, dans le transport, dans le logement, etc. Une économie très régulée aussi, très régulée par son système fiscal, son système d'incitation fiscale, très régulée sur ses prix et ses protections. Donc c'est ça qui me permet, avec un point d'interrogation, de dire une société d'économie mixte. Enfin, une attractivité du secteur public qui est, j'emploie le mot extraordinaire, on a ici comparatif entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie sur les salaires médians, donc dans le privé et dans le public. Et donc en Nouvelle-Calédonie, on a donc le privé qui est au milieu et le public qui est à droite, presque 50% au-dessus du privé en termes de salaire médian, alors qu'en général, ces deux données sont proches. C'est le cas pour la France. Alors, je n'ai pas pu trouver les données pour tous les pays. Peut-être dans certains des pays parmi les plus pauvres du monde, on peut trouver des choses équivalentes, mais ce n'est pas sûr. C'est vraiment une spécificité de la Nouvelle-Calédonie que cette étonnante attractivité du secteur public. Troisième trait, une économie pilotée par le nickel, mais diversifiée et stable. Alors ça aussi, un certain nombre de ces éléments ont déjà été évoqués par mes prédécesseurs. Alors, une économie pilotée par le nickel, est-il besoin, alors c'est totalement illisible le graphique là, est-il besoin de le dire? Alors un poids du nickel qui fait, j'allais dire qui fait polémique, c'est pas le cas, mais enfin qui donne lieu à plusieurs mesures suivant qu'on utilise un critère ou l'autre. La valeur ajoutée, c'est sûrement pas le meilleur parce que elle est très sensible évidemment aux variations des cours du nickel. Si on regarde sur l'emploi, c'est extrait d'une étude Sérum qui est illisible là, mais on voit que l'emploi direct, c'est 4500 à peu près, l'emploi indirect, 4500 aussi, c'était en 2012, donc on est à peu près à 5% de l'emploi salarié en emploi direct, 5% de l'emploi salarié en emploi indirect, plus ce qu'on appelle les emplois induits, c'est-à-dire les emplois, par exemple, dans le commerce issus des revenus créés par l'économie du nickel. Donc c'est quand même un poids qui est important, qui est pas majoritaire, qui est important dans l'économie, et je dirais ça va de soi. Mais au-delà du poids dans l'économie en termes d'emploi, direct et indirect, il y a aussi un effet d'entraînement, de confiance du nickel qui est extrêmement fort en Nouvelle-Calédonie. On voit sur cette courbe en haut à droite deux indicateurs. L'un, c'est le cours du nickel, et le deuxième, c'est l'indicateur du climat des affaires que calcule l'IEOM régulièrement, dans lequel le direct nickel a un poids très faible d'ailleurs. Et on voit que, en fait, le climat de confiance des entrepreneurs, il est très corrélé au cours du nickel, alors qu'on n'est pas du tout dans les effets objectifs, concrets et directs. On est dans des effets psychologiques. La confiance dépend beaucoup des perspectives du nickel et du cours du nickel, je dirais même au trimestre le trimestre. Donc une économie où le nickel joue un rôle important d'un point de vue concret, mais joue aussi un rôle très important sur la confiance. Et la confiance, c'est ça qui permet de faire tourner la machine. En bas à gauche, une économie diversifiée, ça a déjà été dit, je reviens dessus un peu rapidement sur ce graphique qui compare la structure d'emploi par grand secteur d'activité entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. On voit que les structures d'emploi sont très proches, sur l'agriculture, sur l'industrie, sur la construction, sur le tertiaire marchand et non marchand. Si on descend un niveau en dessous, c'est encore très proche. On a une économie dont la structure d'emploi est proche de celle d'une grande économie développée comme la France. Alors, rapidement, petite incidence sur ce sujet, parce que je reviendrai dessus. Qu'est-ce qui fait la construction du tissu de la structure de l'économie? Deux choses, les avantages compétitifs, le nickel, évidemment, pour la Nouvelle-Calédonie, et deuxième chose, le marché. C'est pas parce que la Nouvelle-Calédonie a un avantage compétitif qu'elle produit des tubes PVC. C'est parce que il y a un marché, il y a une demande de tubes PVC, et donc par conséquent, la Nouvelle-Calédonie, des entreprises se sont positionnées sur le tube PVC. Ce que je déduis, moi, de ce graphique, c'est que l'économie, dans sa structure néo-calédonienne, est beaucoup plus guidée par le marché, des services, des petits biens de consommation, que par ses avantages compétitifs, où c'est essentiellement le nickel qui joue un rôle important sur cette structure de l'activité. Je reviendrai sur ce point.
Une économie stable, là aussi ça a été dit dans un graphique intéressant qui montre que les variations du PIB sur la période la plus récente sont assez faibles. Et là encore, c'est un peu extraordinaire pour une petite économie dominée par une matière première. Donc c'est remarquable. Et moi, je l'ai représenté sur autre chose. C'est la progression des encours de crédit en Nouvelle-Calédonie et des crédits douteux. Pourquoi je représente ça? Parce que sur ce graphique, mais sur aucun autre, la crise de 2007-2008, crise du siècle, plus grande crise depuis la Grande Dépression de 1930, on est incapable de l'avoir sur un seul indicateur sur l'économie calédonienne. C'est vraiment une économie stable, enfin disons très peu vulnérable au choc extérieur, en tout cas à ce type de choc extérieur. Et ça, je crois que c'est aussi une réalité qui mérite d'être illustrée. Une économie protégée et introvertie. Alors, je m'excuse de représenter le même graphique qui fait partie d'une étude qu'on a fait ensemble, donc c'est pas étonnant. C'est Rome sur la part des économies abritées. Donc, il a déjà été commenté. 14% des activités de la Nouvelle-Calédonie sont naturellement ouvertes à la concurrence, c'est-à-dire potentiellement ouvertes à la concurrence. Parmi ceux-ci, c'est 3% de nickel et 11% d'autres activités, parmi lesquelles une grande partie, en fait, est protégée de la concurrence par des mécanismes divers. Moi, j'estime, à vue de nez, puisque je fais un croquis, qu'on est autour de 5% de l'économie qui est réellement ouvert à la concurrence, enfin réellement ouvert, qui est ouvert sans protection particulière à la concurrence internationale. Un petit mot sur ce graphique, parce qu'il est intéressant et il mérite une explication. Il y a des lois qui sont très, très fortement respectées dans les structures économiques. C'est que plus un pays est petit, plus son commerce extérieur est important par rapport à son activité interne. Si je prends l'exemple, la planète entière, ses exportations et ses importations, c'est zéro. Parce que c'est très grand, et voilà. Quand un pays est tout petit, ses exportations et ses importations sont plus importantes que son activité intérieure. Deuxième loi économique, plus un pays est riche, plus il exporte, plus il importe, plus son ouverture à l'économie externe est importante, parce que sa consommation est diversifiée, son système productif est diversifié. Comme on dit souvent, la France vend de la confiture à l'Allemagne, l'Allemagne vend de la confiture à la France. Enfin, les échanges sont complexes. Ici, j'ai représenté sur tous les pays du monde ce que serait le taux d'ouverture attendu ou théorique en fonction de deux variables, c'est la population des pays et le PIB par habitant des pays. Donc on a une espèce de taux d'ouverture théorique pour tous les pays du monde, et puis on regarde le taux d'ouverture réel, et ici c'est la différence entre le taux d'ouverture théorique et le taux d'ouverture réel. Donc le modèle, en fonction de PIB par tête et population, donne un taux d'ouverture attendu pour la Nouvelle-Calédonie de 140%. Le taux d'ouverture réel, donc import plus export sur PIB, il est de 60%. Donc on a une différence d'environ 80%, et ça met la Nouvelle-Calédonie à l'extrémité du monde sur ce graphique, puisqu'il est totalement à gauche, et le pays à côté de lui étant la Polynésie française. Donc on a bien une question de modèle ici, jusqu'à Singapour, je crois. J'ai du mal à lire sur le PowerPoint, non, pardon, Hong Kong, qui est à 270% au-dessus de l'ouverture attendue. Donc une introversion quand même, là aussi remarquable. Et je reviens sur ce qu'a dit Catherine Ries pour l'appuyer. Les petites économies insulaires, normalement, c'est peu diversifié, c'est concentré, c'est très ouvert, c'est extraverti, et c'est très vulnérable au choc extérieur. La Nouvelle-Calédonie, elle est très peu vulnérable au choc extérieur, assez diversifiée et très introvertie. Donc on est quand même dans un modèle totalement différent de celui d'une petite économie insulaire. Je crois que, en tout cas, c'est ce que me semblent montrer ces illustrations. Faible compétitivité associée à la vie chère, trait suivant. Donc là aussi, un graphique assez connu, je crois que tout le monde l'a vu au moins une fois. C'est l'indice du prix du Big Mac, mais j'insiste pas là-dessus. Tout le monde sait que le niveau des prix est assez élevé en Nouvelle-Calédonie. Il a été mesuré par l'ISEE il y a quelques années par rapport au prix métropolitain et des autres DOM. On était à plus 34% par rapport aux métropoles, et c'était le niveau de prix le plus élevé de l'outre-mer. En termes de compétitivité, donc des exportations
qui sont essentiellement concentrés sur le nickel. Là, c'est 93%. En fait, dans les 6%, il y a des réexportations, donc c'est encore plus fort que ça. Le tourisme, c'est 2,6% du PIB, mais dans lequel il y a le tourisme intérieur qui pèse lourd. Donc le tourisme international, c'est encore moins. Donc on est dans une économie qui, hors nickel, encore une fois, a une compétitivité assez faible. Alors la première chose que se dit un économiste, c'est que si la compétitivité est faible, c'est parce que le coût du travail est élevé. Donc on a comparé ici en bas à droite les coûts du travail. Alors on a mis le salaire du premier décile, c'est-à-dire les 10% de gens qui ont des salaires les plus faibles, et du 9e décile, c'est-à-dire les 10% des gens qui ont des salaires les plus forts. Donc c'est les médianes de ces deux déciles. Bon, on voit que les différences sur le premier décile sont pas très fortes et plutôt un peu en dessous pour la Nouvelle-Calédonie. Donc les salaires faibles sont un peu plus faibles qu'en métropole. Par contre, les salaires élevés sont sensiblement plus élevés qu'en métropole. En tout cas, il n'y a pas une différence qui saute aux yeux, sauf sur les salaires élevés sur le 10e décile. C'est quand même remarquable parce qu'il y a beaucoup moins de grandes entreprises en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, et par conséquent, cette donnée du dernier décile est quand même remarquable. Mais en tout cas, ce n'est pas la seule source qui explique cette question de compétitivité. J'en viens à mon dernier slide, pour essayer d'illustrer ce croquis avec une image, celle d'une croissance sous serre, alimentée par le nickel et transfert public. Alors pourquoi sous serre? Qu'est-ce que c'est qu'une serre? Qu'est-ce que c'est qu'une économie sous serre? C'est un concept qui a déjà utilisé pour l'outre-mer français, pas forcément pour la Nouvelle-Calédonie. C'est une économie productive, hein, parce que sous serre, les choses poussent bien, donc c'est productif. C'est pas du tout une économie moderne et productive. C'est une économie abritée. On est sous une serre, on est abrité de l'extérieur. C'est une économie régulée, parce qu'il y a un bouton pour modifier l'hydrométrie et la température. C'est une économie qui permet tout type de production. Ça, c'est important à comprendre. Sous serre, quand j'ai dit réguler la température, l'équivalent de la température dans cette image, c'est les prix. Sous serre, on peut tout produire. On peut produire des ananas en Bretagne. Il suffit de bien régler le niveau de température. En Nouvelle-Calédonie, on peut produire du Nutella ou de la farine. Il suffit de bien régler le niveau des prix. On n'est plus sur de l'avantage compétitif, on est sur du réglage du niveau de prix qui permet de rendre possible tel type de production. C'est une économie très résiliente, très résistante au choc, et qui fonctionne donc en température, c'est-à-dire en niveau de prix artificiel, obtenu par un apport permanent d'énergie qui est les transferts. Pas seulement les transferts, le nickel aussi, mais en particulier les transferts. Donc j'en viens à ce point sur les transferts. Donc on a des graphiques qui sont assez connus ici, qui sont l'évolution des versements publics nets. Alors, net, ça veut dire qu'ils sont déduits des versements dans l'autre sens, hein, en Nouvelle-Calédonie, qui sont aussi stabilisés depuis 2011 et qui représentent à peu près 15% du PIB, et qui par contre, c'est le contraire, qui sont stabilisés en valeur autour de 120 milliards à peu près, et qui ont quand même une pente descendante en proportion du PIB actuellement autour de 12%. La composition de ces transferts, 43% de salaires, 22% de dépenses militaires, 28% d'interventions et d'investissements, qui sont principalement des dotations aux différentes collectivités, et 7% d'autres. Donc tout ça est assez connu. Ce que je voulais illustrer, et ce avec quoi je veux conclure cette intervention, on peut dire que les transferts sont plus ou moins substituables, en partie par de la fiscalité interne, en partie peut-être par des réductions de dépenses. On peut dire que la Calédonie, sous une forme institutionnelle différente, aurait moins besoin de dépenses militaires ou de dépenses de recherche. Je dis ça volontairement de façon provocative. On peut imaginer des substitutions. On peut dire que les salaires publics auront tendance à ne plus augmenter, en tout cas que le différentiel n'augmentera plus. Mais ce n'est pas une question de savoir si on diminue ou si on substitue. Ces transferts, ils constituent, avec la monnaie dont on a parlé, avec les incitations fiscales, la défiscalisation, avec d'autres formes de garanties, sur le nickel ou sur d'autres sujets, la clé de voûte de l'économie de serre, en fait. Si on enlève ça, l'économie de serre, elle ne fonctionne plus. Si la serre est trouée,
on ne peut plus cultiver la même chose. Il faut changer de production à l'intérieur. Donc ce n'est pas seulement une question de diminuer ou d'augmenter, c'est un peu une question, encore une fois, que la serre ne fonctionne qu'avec ce réglage de la température. Je vous remercie. Donc merci beaucoup pour aux trois intervenants. Donc je vais donner tout de suite la parole à la salle, puisque comme je vous l'annonçais, on va passer immédiatement à des questions sur ces trois interventions que j'imagine nombreuses et variées. Oui, merci pour toutes ces explications. Je voudrais faire une observation et avoir l'avis des experts. Finalement, vous avez tous les trois insisté sur la question des inégalités et sur la consommation moteur de la croissance en trouvant un lien entre les deux. C'est-à-dire que si on diminuait les inégalités en augmentant les revenus faibles, on augmenterait la croissance. C'est ce que j'ai à peu près compris. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est quand on dit la consommation moteur de la croissance, en réalité, me semble-t-il, le moteur de la croissance, c'est le nickel. Le nickel fournit les salaires, et ce sont les salaires qui consomment le plus en Calédonie. Donc la consommation, c'est plutôt une résultante. Le moteur est plutôt la croissance. Sur les inégalités elles-mêmes, je crois qu'il n'est pas tenu compte de toute l'économie non monétaire qui existe en Calédonie, notamment les échanges coutumiers, les cultures d'autoconsommation. Or, elles sont très importantes. Je me souviens d'une étude de l'IAC qui les chiffrait à plus de 15 milliards seulement dans la province Nord. Donc il faut d'abord corriger en disant que les inégalités ne sont pas aussi grandes si on inclut ces productions. Et deuxièmement, se dire que peut-on corriger ces inégalités-là? Je pense qu'on ne peut pas trop les corriger, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on supprime l'autoconsommation, les échanges tribaux sous forme non monétaire, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est souhaitable pour personne, me semble-t-il. Voilà les réflexions, et je souhaiterais avoir votre avis sur ces questions. Merci. Qui souhaite répondre? Moi, je vais répondre juste d'un point de vue technique. Il me semble bien que sur le calcul de l'indice de Gini, les autoconsommations et les échanges dont vous parlez sont pris en compte. Donc effectivement, c'est une approche statistique, hein. C'est une évaluation qui se fait au moment de l'enquête budget-consommation des ménages. Donc effectivement, elle mérite d'être complétée par d'autres données de l'IAC très certainement, mais il se trouve qu'effectivement, l'autoconsommation est comptabilisée, et de même, elle est comptabilisée dans la production agricole, par exemple, dans le calcul du PIB. Écoutez, vérifiez, ça a été fait une année, et ça n'a pas été repris ensuite. Ça a été fait au moment où l'IAC a fait cette étude, et je ne crois pas que ça a été ensuite pris en compte. Dans l'enquête budget-consommation des ménages, on tient compte également de cette autoconsommation. C'est un suivi en fait de l'ensemble des ménages, et si le ménage déclare par exemple être allé à la pêche et avoir amené tant de poissons, c'est valorisé dans ses calculs. Donc ça peut certainement être mieux approché. L'IAC a vraiment fait une étude qui était vraiment basée sur ces calculs, mais en tout cas, au niveau de l'Institut de la statistique, c'est également pris en compte. Oui, alors là, par contre, effectivement, sur cette partie illicite, on n'a pas d'estimation. Ça fait partie des questions qu'on va se poser pour la mise en place de la nouvelle base. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas du tout d'approche. J'ai eu connaissance d'une étude, par exemple, sur le commerce du cannabis en province Nord, mais effectivement, pour l'instant, ça n'a pas été intégré. Tout à fait. Merci. Alors, juste une précision, je vais vous demander de vous présenter avant de poser votre question simplement. Merci. Ouais, moi, je vais peut-être compléter sur effectivement le rôle des inégalités. J'ai pas très bien compris le lien que vous faisiez entre si on réduit les inégalités, on réduit l'autoconsommation.
c'est pas ce que vous avez dit, j'ai peut-être mal compris. Oui, je rebondis sur ce que disait Élise. Effectivement, dans les mesures, bon, elle le sait mieux que moi puisqu'elle était à l'Élysée quand ça a été fait, l'enquête budget consommation des ménages de 2008, qui est aujourd'hui notre mesure des inégalités avec le calcul du coefficient des Gini, et un point déjà assez ancien. Effectivement, alors il faudrait qu'on puisse réactualiser la mesure des inégalités, mais les inégalités telles qu'elles sont mesurées en Nouvelle-Calédonie tiennent compte des transferts et de l'autoconsommation et elles sont importantes. Pourquoi est-ce qu'on en a tous parlé, hein? C'est parce que effectivement, il est démontré dans toutes les études économiques qui essayent de faire le lien entre inégalité et croissance, qu'effectivement les inégalités ont un impact négatif sur la croissance à long terme. La raison la plus basique d'un point de vue économique, c'est que les inégalités de consommation, de formation, etc., laissent du côté toute une partie de la population qui n'entre pas dans le système de production et dans le système de consommation. Donc en fait, on se prive d'une partie de la richesse la plus importante d'un pays, qui est sa population. C'est pour ça que ça a des conséquences aussi graves. Et les inégalités qu'on mesure par la consommation, par le revenu, elles se corrigent notamment par des politiques de formation et l'élévation du niveau de formation. Bonjour. Donc après Pierre Breténier, qui posait la première question, moi c'est Philippe Blaise. Effectivement, le sujet des inégalités est très important. Hein. Je vous rejoins sur le fait que c'est corrélé avec le niveau de développement économique. Mais je crois que c'est important aussi de poser la question dans les bons termes, parce que vous avez donné un taux d'inégalité général. Or, quand on regarde un ancien papier de l'IOM, de l'ISEE, l'inégalité mesurée par l'indice de Gini n'est pas la même partout en Calédonie. Et lorsqu'on regarde donc les chiffres de 2008, ils sont les derniers que j'ai trouvés, on avait 0,42 pour la Nouvelle-Calédonie dans sa globalité, mais on avait en province sud 0,38, alors que la Nouvelle-Zélande est à 0,36. Dans le nord, on avait 0,46 et dans les îles 0,52. Et donc, c'est important d'expliquer ça parce que on pourrait tirer une conclusion un peu hâtive qui est de dire que c'est le système capitaliste qui est générateur, ou libéral qui est générateur d'inégalités. Mais en fait, on voit que dans le Grand Nouméa, le modèle urbain, les inégalités sont à un niveau qui est proche de la Nouvelle-Zélande, mais les inégalités augmentent lorsque on est dans le nord et dans les îles. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est à ce moment-là, est-ce que c'est pas lié à la cohabitation entre deux populations, les fonctionnaires qui ont des salaires indexés, comme en Calédonie, et puis une population très rurale. Et quand on regarde dans d'autres pays, comme par exemple Fidji, on voit qu'il y a une corrélation très nette entre ruralité et taux de pauvreté. D'ailleurs, en Calédonie, encore une fois, pas du tout la même situation entre le sud, le nord et les îles sur le taux de pauvreté, puisque, toujours donc des chiffres ISEE, on est à 9% de taux de pauvreté dans le sud, 35% dans le nord et 52% dans les îles. Voilà, c'est important de bien formuler la question parce que on peut, selon la façon dont on la formule, tirer des conclusions un peu hâtives qui sont de dire il faut faire de la redistribution, alors qu'en réalité, si on regarde le profil socio-économique, le problème, il n'est peut-être pas celui-là. Le problème, c'est peut-être d'abord le problème de la formation, lutter contre l'illettrisme, et puis est-ce que réellement, avec une population qui est rurale, on n'est pas condamné quelque part à avoir des inégalités fortes du fait que l'activité agricole n'a jamais permis aux gens de devenir riches. Oui, peut-être sur ce point, effectivement, hein, si on avait plus de temps, on pourrait commenter plus en détail les chiffres. Ce constat d'inégalité, il ressort quand même de plusieurs indicateurs. Donc, il y a l'indice de Gini que vous avez commenté, qui est effectivement différent par province. Il y a le taux de pauvreté, vous l'avez dit, 9% en province sud, plus de 50% en province des îles. Donc ça, c'est quand même aussi une inégalité géographique importante. Il y a le graphique sur les salaires que j'ai montré, là, qui est... c'est un indicateur classique, excusez le jargon, qui est D1 sur D9, c'est-à-dire le salaire des médians des 10% les plus bas et le salaire médian des 10% les plus élevés, qui est quand même nettement... les plus élevés sont plus élevés qu'en métropole, les plus bas... Et là, c'est le salaire privé, hein, c'est pas dans le public. Et les plus bas sont plus bas que... Donc, il y a quand même un faisceau d'indicateurs qui montrent cette inégalité sous différentes formes, mais il s'agit effectivement de la regarder dans le détail et en profondeur.
Oui, merci. Moi, c'est Thierry, donc j'ai pas un prénom aussi célèbre que les deux prédécesseurs, Philippe et Pierre. Donc j'avais 3 questions ou observations. La première, d'abord, je me réjouis de la relance du partenariat CEROM. Merci à l'ISE, l'Institut d'émission et l'AFD. Je rappelle, c'est un partenariat qui a été signé il y a maintenant 12 ans pour l'ensemble de l'outre-mer. Et donc, il y avait comme objectif de combler le retard de la publication des comptes rapides, des comptes économiques. Et en effet, c'est toujours surprenant que nous soyons encore sur les comptes 2012. Et vous avez indiqué d'avoir des comptes rapides 2015. À quand 2016 ? Puisque, en effet, l'ensemble de l'outre-mer a publié ses comptes 2016, y compris la Polynésie française déjà il y a quelques mois. Et puis également, la question aussi, c'est à quand des comptes trimestriels et des comptes prévisionnels ? Je rappelle, dans ce partenariat, il était prévu, et d'ailleurs il y a eu des modèles, et on avait fait quelques tests sur ce sujet. Et le thème de la matinée, de la journée, c'est l'économie 2018. Il aurait été intéressant d'avoir des prévisions de PIB 2017, voire 2018. Et je sais que c'est possible, même si bien entendu ces prévisions ont toujours leurs limites. La deuxième question, c'est en effet sur le PIB, puisqu'on parle beaucoup de PIB, et Pierre Breténier l'a évoqué. Est-ce que cet indicateur est-il toujours pertinent ? Certainement, mais il y a d'autres indicateurs. Je suis un petit peu déçu que les travaux qui avaient été initiés il y a déjà quelques années par l'IAC notamment, l'AFD et l'Unité de Versailles sur le capital naturel n'aient pas progressé, puisqu'en effet le PIB n'intègre pas, et vous l'avez indiqué, les productions de richesse telles que l'économie familiale, subsistance. L'économie ici, par exemple, et c'était d'actualité ces derniers jours, des bénévoles, 5000 associations, donc qui également la production de richesse n'est pas intégrée. Mais à contrario également, vous n'intégrez pas la destruction de richesse générée par un certain nombre d'activités économiques, et je pense notamment à la destruction de richesses de matières premières non renouvelables, ou les activités qui sont, j'allais dire, qui ont des externalités négatives, notamment sur la santé ou l'environnement. Donc la question, en effet, à l'université, mais aux établissements également publics, c'est à quand d'autres indicateurs, en plus de celui du PIB, qui a quand même ses limites. D'ailleurs, je vous invite, et vous le faites certainement très régulièrement, à aller sur revoir les travaux de l'Eurostat, qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet également. Puis le troisième, c'est une intervention là d'Élise Desmazures, quand elle a parlé de l'endettement des collectivités publiques, en précisant que cet endettement était faible. Il est pas faible du tout, puisqu'il est limité aux seules collectivités publiques directes et qui n'intègre pas l'endettement de toutes les filiales, sociétés de ces collectivités. C'est un peu comme si dans le secteur privé, vous demandiez notamment au président du MEDEF de relever seulement l'endettement de la maison mère ou de la holding et de pas intégrer l'endettement des filiales. Or, en fait, cet endettement public, des collectivités publiques directes et indirectes, par des filiales souvent contrôlées à 100%, il est 5 ou 6 fois supérieur, il est plutôt proche de 400 à 500 milliards de francs CFP et non pas de 80 milliards. Merci. Merci pour vos questions. Donc, en ce qui concerne la production des comptes économiques, donc effectivement, actuellement, il y a un retard de production sur les comptes définitifs, mais en fait, ça s'explique par des raisons internes de turnover et autres, et en particulier de mise en place de nouveaux outils qui vont nous permettre du coup de sortir des PIB beaucoup plus rapidement. Donc, dès l'année prochaine, on va rattraper le retard. Et en ce qui concerne les comptes rapides, les comptes 2016 sont en cours de production. Et donc là aussi, le fait d'avoir concentré les efforts sur les comptes définitifs, ça fait qu'on va retourner à un rythme beaucoup plus régulier dès l'année prochaine. Sur les remarques relatives aux associations, effectivement, c'est quelque chose qui est assez mal pris en compte actuellement dans les comptes définitifs. Et ça rejoint votre question sur la fiabilité des comptes. Effectivement, la base est un petit peu ancienne. Et on travaille actuellement à la préparation de la nouvelle base qui permettra en effet de retracer de manière plus exacte l'économie et de correspondre aux standards internationaux. Par contre, bien évidemment, tout ce qui est en lien avec la destruction de richesses, etc., encore actuellement, le PIB n'en tient pas compte. Et c'est effectivement, pour l'instant, par le biais d'études ponctuelles qu'on a ce regard-là. Il me semble que l'étude capital naturel devait être mise à jour. Donc, je ne sais pas trop où ils en sont.
peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous répondre. En ce qui concerne l'endettement, effectivement, dans les chiffres que nous suivons, nous ne prenons pas tout ce qui est hors bilan, caution, etc. Et ça fait effectivement l'objet de vigilance. Et les prêteurs des collectivités font attention effectivement à tous ces ratios-là. C'est pas que les cautions. Pardon. On va encore prendre 2 questions. Après, les autres questions, on les mettra de côté en fin de matinée, parce qu'autrement, on va trop déborder au niveau du timing. Donc, je m'appelle Jacques. C'est un nom qui est célèbre et je ne fais pas partie des Acadies. Donc, moi, je voudrais réagir sur le dernier développement qui nous a été fait sur l'économie de serre. Effectivement, j'aurais voulu vous demander si vous avez vous avez constaté simplement ou vous avez pu définir ou compter ou constater les éléments du filet du cerf qui nous permet d'avoir une bonne compréhension par rapport aussi à la période où on se trouve. Hein. Donc, ce serait intéressant de bien nous indiquer ça. Et l'autre chose, c'est de dire est-ce que la compréhension, si ça veut dire que le cerf il va partir avec une situation politique actuelle ou pas, enfin ou en partie. Voilà. Mais je voulais comprendre si vous avez pu aller loin dans le. Merci. Merci. Écoutez, l'économie. Moi, je suis pas un scientifique. Hein. Je suis pas un universitaire. Et le but de ma présentation, c'était de faire des images, des croquis, de vulgariser, de synthétiser, etc. L'économie de serre, c'est pas une théorie, comme celle qu'a présentée Catherine Riss, Mirab ou ces autres qui sont des modèles qui ont été discutés sérieusement dans les universités du monde. C'est une image, donc il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est une image qui a été développée, Thierry Cornaille rappelait le programme Sérum qui a été développé dans les débuts du programme Sérum pour l'outre-mer et pas pour la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Donc c'est une simple vue pour permettre de synthétiser l'économie de la Calédonie. L'idée importante, à mon avis, derrière ça, derrière le fait que c'est seulement un outil un schéma, un outil de schématisation de la réalité, l'idée importante, et ça c'est peut-être un sujet de débat entre nous, mais tant mieux, c'est que, à mon avis, l'économie calédonienne ne ressemble pas du tout à une petite économie insulaire. C'est ce que j'ai essayé de développer. Elle est quelque part le contraire d'une petite économie insulaire. Elle a des caractéristiques, quand on regarde ses structures économiques, d'une grande économie tournée sur son marché intérieur. Elle est, encore une fois, je le répète, elle est très peu vulnérable aux chocs, à part les chocs du cours du nickel, bien entendu. Et encore, vous avez vu les mouvements de yo-yo sur les années 2000 du cours du nickel, et sur l'économie de la Calédonie, pas tant de variations que ça. Donc elle est très peu vulnérable aux chocs. Elle est très diversifiée sur son marché intérieur, très concentrée sur son marché intérieur. Ça me permet de répondre à une question qui n'a pas été répondue. Pourquoi la consommation peut être un vecteur de croissance? Parce que ça dépend sur quel terme on se place. À long terme, le seul moteur de croissance, c'est la productivité. Mais à court terme, suivant qu'on place son argent en assurance vie ou qu'on l'investisse ou qu'on le dépense dans des supermarchés, ça fait une grande différence sur le tirage de l'économie. Donc, à court terme, c'est bien pour ça que les conjoncturistes utilisent beaucoup l'investissement moteur de croissance, le commerce extérieur moteur de croissance, la consommation moteur de croissance. À court terme, ça change tout. Quand une économie a confiance, elle consomme et ça fait de la croissance, y compris à revenus donnés.
donc très tourné sur son marché intérieur, et en commerçant avec l'extérieur, enfin c'est ce que j'ai essayé d'illustrer avec ce graphique qui me semble assez parlant, anormalement peu. Et peu basé, encore une fois, en dehors du nickel, ce qui est une exception très importante, peu basé sur ses avantages compétitifs. Il y a plein de choses qu'on produit en Calédonie et qu'on produit de manière, encore une fois, productive, efficace, enfin avec de la main-d'œuvre qualifiée, etc. C'est pas du tout une critique que je fais, mais qui sont hors des avantages compétitifs de l'économie, alors que les petites économies insulaires sont en général concentrées sur leurs avantages compétitifs. Bonjour, Daniel Oshida, MEDEF. Ça va être difficile d'intervenir après le brillant Thierry. Non, évidemment, je suis content que juste rapidement, je sais que le temps nous est compté, mais je suis content que le discours évolue un peu sur le nickel. Hein. À un moment donné, on nous disait que le nickel représentait rien. Bon, en fait, on en revient toujours à la même chose, à ce qu'on dit depuis fort longtemps. Les deux piliers, c'est le nickel et le transfert de l'État, de l'économie calédonienne, en gros, même s'il y a une diversification à côté. Non, moi je voudrais revenir sur les inégalités, c'est quelque chose qui... et ça concerne les entreprises en direct, puisque nous payons les cotisations sociales. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, vous parlez des dépenses socialisées dans vos discours. Parce que c'est quand même mieux de gagner 100 000 francs avec l'éducation gratuite, la maladie gratuite, l'assurance chômage, le minimum vieillesse, etc., que 100 000 francs en devant payer l'école pour ses enfants, sa maladie, etc. Donc, les dépenses socialisées, on y est sensible dans les entreprises, parce que c'est nous qui fournissons 85% de la manne, hein, par les cotisations sociales. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que dans le discours, on aborde quand même ces dépenses socialisées. Répondre ça. Ça fait partie effectivement des chantiers auxquels nous allons nous atteler et auxquels on réfléchit également avec les partenaires CEROM de faire un point justement sur tous ces comptes sociaux et les échanges entre agents économiques effectivement.